Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Studio Lacan pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Eli Barnavi qui est historien, diplomate puisqu'il a été ambassadeur d'Israël en France, essayiste, professeur d'université et qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour la deuxième fois puisque nous l'avions accueilli en 2022 au moment de l'entre-deux tours des élections présidentielles françaises, moment donc de crise de la démocratie française et que nous l'accueillons ce soir avec nous à distance mais en direct de Tel Aviv pour nous parler de la crise que traverse Israël pour une troisième édition puisque nous avons déjà consacré 2 éditions à cette question et aujourd'hui sous le titre Israël d'hier à aujourd'hui, perspective d'analyse. C'est ce qui va nous occuper aujourd'hui avec notre invité Eli Barnavi donc pour ce troisième volet sur Israël. Merci. Bonjour Eli Barnavi. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance, à Tel Aviv. Les 2 émissions précédentes que Déborah a mentionnées, l'une a été suite aux événements de Hawara, l'autre a été donc en début mars, début du mois de mars, l'autre a été en début avril où 3 de nos collègues israéliens psychanalystes témoignaient de leur participation aux manifestations et à la protestation. Aujourd'hui, nous voulons, avec vous, essayer de voir un petit peu comment est-ce que nous sommes arrivés là. Pour cela, je vais commencer par lire 2 phrases que vous écrivez en 1982 dans votre livre « Israël, un portrait historique ». Vous écrivez ceci. « Non que la démocratie israélienne soit à la merci d'un putsch et que la dictature guette le pays. Tzahal n'est pas la garde civile espagnole et Israël n'a rien d'une république bananière. Mais la crise de valeurs est manifeste, nul ne songe aujourd'hui à la nier. » Donc, crise de valeurs, déjà, vous l'écrivez en 1982, donc vous avez une certaine intuition par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je reviens sur la question, comment est-ce que nous sommes arrivés là? Quelle est votre lecture? Oui, alors laissez-moi vous dire d'abord que Déborah a commencé par évoquer une crise de la démocratie française. Et je pense qu'il y a, depuis la dernière crise de la démocratie française, à mon sens, a eu lieu au moment de la tentative de putsch à Alger. Vous savez, il n'y a jamais eu de crise de la démocratie française depuis. Et ici, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, avec tout le respect que je dois là, au problème majeur, effectivement, du report de l'âge de retraite en France, nous sommes très loin de ce qui se passe ici. Et ici, on a affaire à une tentative brutale de changement de régime. Et je dois dire que j'étais plutôt optimiste à l'époque où j'ai publié ce livre que vous me faites l'amitié de citer. Il est vrai que nous ne sommes pas à la merci d'un putsch militaire, ça n'a jamais été vrai, c'est toujours pas vrai aujourd'hui. Mais là, on est en face d'une tentative de changement de régime et donc de métamorphose, de transformation du régime politique israélien, d'une démocratie libérale
à ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratie illibérale, une espèce de dictature, et c'est cela qui nous parvenait. Et donc, il y a véritablement danger à la demeure. On risque d'avoir un autre pays, un autre régime que celui que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui, depuis la création de l'État. Et de cela, les Israéliens, la plupart des Israéliens, comme on le voit, ne veulent pas. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce que vous comprenez ça? Là, parce que Monsieur Netanyahou, qui essaie désespérément d'échapper à la justice, vous savez qu'il a, depuis 3 ans, il a sur les bras un procès pour corruption, abus de confiance et fraude. Et donc, il pense que la seule manière d'arrêter ce procès, c'est de changer de régime, tout simplement. Dès que nous dépendons lourdement du sort d'un seul homme. Alors, il a essayé pour cela d'arriver, de gagner des élections. On a eu, comme vous le savez, 5 élections en l'espace de 4 ans, ce qui est quand même un record. Il n'a jamais réussi à avoir une majorité. Il a réussi enfin, pas mal grâce à la stupidité du camp d'en face, il a réussi à s'assurer d'une majorité de voix, de sièges à la Knesset. Pas de voix, puisqu'en fait, il a eu moins de voix que le camp d'en face. Mais il s'est assuré d'une majorité à la Knesset de 64 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien. Et il a donc bâti une coalition de droite et d'extrême droite avec son parti, le Likoud, qui est lui-même devenu le UPRO, un parti d'extrême droite, et l'extrême droite ultra-orthodoxe et messianique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un gouvernement pareil. C'est un gouvernement, pour la première fois de l'histoire du pays, un gouvernement qui s'appuie sur l'extrême droite religieuse et messianique. Et où lui, Netanyahou, c'est pour vous donner une idée de la configuration politique, où lui, Netanyahou, est à gauche de sa coalition. Et pour la première fois, lui-même, depuis 15 ans qu'il est au pouvoir, il a toujours essayé et réussi à avoir une coalition où il est à sa gauche un parti modéré pour pouvoir balancer sa coalition. Cette fois-ci, il n'y est pas parvenu. Et donc, on a cette espèce il est dépassé par la droite, d'une certaine façon. Il est dépassé sur la droite, il est prisonnier de la droite, un prisonnier volontaire, si vous voulez, mais un prisonnier quand même. Et donc, on en est là. Et cette droite est obsédée par l'idée de couper les ailes à la justice, à l'indépendance de la justice. Et il commence par l'essentiel. L'essentiel, c'est la haute cour de justice qui en Israël est à la fois la cour d'appel, enfin cour de cassation, mais aussi cour constitutionnelle, puisque c'est la cour suprême qui juge de la constitutionnalité des lois. Puisqu'en Israël, il n'y a pas... Pardon. J'ajoute une phrase, si vous me permettez. En Israël, du fait que nous manquons de constitution écrite, que nous avons un système monocaméral, que tout le pays est une seule circonscription, pour toutes sortes de raisons, et aussi la mainmise traditionnelle du parti au pouvoir sur la Knesset, sur le Parlement. Le seul rempart face à l'habitude du pouvoir est la justice, et notamment la haute cour de justice, d'où l'acharnement de cette coalition contre alors, vous avez mentionné qu'il n'y a pas de constitution en Israël. Par contre, il y a la déclaration de l'indépendance. Il est noté qu'il s'agit d'un pays juif et démocratique, ce qui paraît à première vue, en tout cas, comme un oxymore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça, déplier un petit peu cette question de l'État juif et démocratique? D'abord, la déclaration d'indépendance que vous mentionnez n'a pas de valeur de loi.
n'a jamais été légiféré. C'est un document moral, une espèce de feuille de route morale, mais n'est pas l'un des points que nous exigeons dans ces manifestations, c'est précisément de donner à cette déclaration d'indépendance, qui est un très beau document, une valeur législative, normative. Alors, c'est vrai que nous voulons un État juif et démocratique, et que vous avez raison, en principe, sur le plan des principes, il y a une contradiction flagrante entre les deux, c'est exact. Mais dans la vie des peuples, les principes sont importants, certes, mais la vie est importante aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des ans, nous avons réussi à trouver une espèce d'équilibre entre les deux. État juif, non pas État juif d'ailleurs, l'expression est malheureuse, État des Juifs, c'est-à-dire un État où le peuple juif puisse s'autodéterminer, où il est majoritaire et maître de son destin, et un État démocratique qui obéit aux règles de la démocratie libérale. Et ces deux principes qui, encore une fois, sont à première vue contradictoires, nous avons réussi à inventer une espèce d'équilibre instable, fragile, entre les deux, qui a fonctionné. L'État des Juifs, dans la mesure où la vie obéit au rythme du judaïsme, où nous sommes majoritaires, où les symboles de l'État sont juifs, mais en même temps, où les libertés fondamentales sont respectées, et où la Cour suprême a réussi à imposer au fil des ans des normes de vie démocratique souvent plus avancées qu'ailleurs dans le monde occidental. Donc ça a fonctionné. Et c'est précisément cet équilibre que l'on entend briser aujourd'hui. Et du coup, beaucoup de monde s'est aperçu que nous vivions un peu dans un paradis des imbéciles, si je puis dire, et que cet équilibre était vraiment très fragile. Et nous sommes nombreux à penser qu'il ne faut pas revenir à la situation d'avant, même si nous emportons ce bras de fer, et qu'il faut changer les règles du jeu pour renforcer et assurer, pour graver dans le marbre le principe de la démocratie libérale. Et ça se fait par l'obtention d'une véritable constitution. Bref, nous allons essayer non seulement de revenir à la situation d'avant, au statu quo ante, mais nous allons essayer de changer la règle du jeu en faveur de la démocratie libérale. Alors continuons un petit peu avec la question de la religion. J'ai mentionné votre intuition déjà en 1982. Il y a une autre intuition qui se lit dans le titre, je pense, de votre premier livre, qui est extrait de votre thèse, Le Parti de Dieu, qui traite de la Ligue parisienne, qui traite de l'histoire française. Et pourtant, dans votre dernier livre, Confession d'un bon à rien, vous montrez qu'il y a une fois ce livre est paru, vous avez constaté que le Hezbollah, il y a eu la naissance du Hezbollah, qui est donc, vous expliquez que Hezbollah veut dire parti de Dieu. Donc, on a deux parties de Dieu. Et puis, ma question porte sur les parties religieuses extrémistes d'aujourd'hui en Israël. Otzma Yehudit, la puissance juive, si je le traduis comme ça, et la Tzionut Datit, le sionisme religieux. Est-ce que ces deux parties-là, à vos yeux, sont des parties de Dieu? Alors, je dirais les choses un peu différemment. C'est parce que je savais qu'il y avait un problème de confusion du religieux et du politique dans ce pays que j'ai choisi le sujet de thèse que j'ai choisi. C'est-à-dire là, on ne choisit jamais impunément un thème de recherche. Et effectivement, cela s'est vérifié depuis. Ce que je pressentais, c'est que la religion allait devenir, pas seulement ici, mais dans beaucoup d'endroits sur la planète,
un outil de domination, que la religion politique relevait la tête. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'écris depuis un essai que j'appelle les religions meurtrières pour montrer justement la charge mortifère de la religion radicale, de la religion politique, de la religion qui se mue, qui devient une idéologie politique. Et les partis que nous mentionnez, effectivement, sont des partis de ce genre, c'est-à-dire ce sont des partis où la religion fonctionne comme une idéologie de combat. C'est la même que vous trouvez chez le Hezbollah libanais, dans le Hamas et le djihad islamique palestinien, ou encore chez certains évangéliques américains. Ce sont des idéologies de combat qui ne se masquent pas, qui ne prennent pas prétexte de la religion. C'est pas une simple couverture. C'est véritablement que ces gens-là croient à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, et qu'ils brandissent la religion comme une idéologie de combat. Vous dites par rapport à la lutte, pardon. C'est effrayant parce que c'est un modèle de société, de gouvernement que l'on a en Iran. Hein. Si jamais, admettons par absurde, ça n'arrivera pas, que les deux partis que vous venez de mentionner, Otzma Yehudit et Tzionut Hadatit, s'ils parvenaient au pouvoir seuls en Israël, nous aurions en Israël un pouvoir à l'iranienne. Voilà ce qui nous attendrait. Ça n'arrivera pas, mais c'est le même type de logique qui est en jeu. Et si vous comparez ce que je fais, les textes et les déclarations des fous de Dieu, de nos fous de Dieu, avec des textes et déclarations des dirigeants du Hamas ou du djihad islamique, vous voyez qu'il y a une similitude parfaite, n'est-ce pas, une analogie parfaite. Ils disent exactement la même chose, avec des titres différents, mais c'est exactement le même message qui est véhiculé. Dans votre ouvrage de 2013, les 10 thèses sur la guerre, vous évoquez à un moment le lien entre guerre civile et guerre de religion. Et vous dites que bien souvent, voilà, guerre civile, une guerre civile peut être une guerre de religion, et la guerre de religion a aussi partie liée avec la guerre civile. Comment, vous le réinterprétez aussi à partir de 1993, les accords d'Oslo, puis l'attentat contre Rabin en 95, où on voit justement ce messianisme de droite grandir au sein de la société israélienne. Comment lier les deux et poser cette question de la guerre civile en lien avec les partis de Dieu aujourd'hui dans le contexte de la crise? Et je reviendrai après avec vous, si vous voulez bien, sur la question de la crise après. Quand on parle de guerre civile en Europe, ce que l'on voit, évidemment, c'est la guerre civile espagnole ou la guerre civile russe, ou la guerre civile à l'époque de la Révolution en France. Bref, on voit une espèce d'affrontement total, extrêmement sanguinaire, et je ne pense pas que ça arriverait ici, ne serait-ce que parce que l'armée ne sera pas partie prenante. C'est-à-dire là, encore une fois, on n'a pas une armée putschiste, et donc la violence sera quand même circonscrite. Mais il y aura violence. C'est comme ça, c'est pour cela qu'on peut parler de guerre civile. Il y aura violence, comme il y en a déjà eu. Et pour l'instant, tout cela est encore relativement calme. Il y a cet immense mouvement populaire qui manifeste semaine après semaine. Mais si le gouvernement va jusqu'au bout de sa logique, s'il passe en force ces lois scélérates, et là, il y aura une insurrection. Et comme le gouvernement dispose des noyaux de fanatiques, et je n'exclus pas qu'il y ait des explosions sporadiques de violence, c'est-à-dire des noyaux de guerre civile. Cela est parfaitement possible. Alors, il y a
configuration encore plus dure, plus tragique, c'est le moment où nous allons devoir évacuer une partie des colons en Cisjordanie. Et là, ce sera encore pire, parce que il y aura une minorité agissante, armée et déterminée, qui ne voudra pas se laisser faire. Et à ce moment-là, oui, on pourra parler de guerre civile. Toujours dans ce livre, Les 10 thèses sur la guerre, à un moment donné, j'ai relevé cette phrase où vous dites qu'en démocratie libérale, on ne fait pas la guerre impunément contre l'opinion publique. Et même si vous faisiez référence à des campagnes guerrières du type guerre classique, c'est-à-dire guerre contre l'étranger, entre guillemets, ou en tout cas des guerres aux frontières, est-ce qu'on ne peut pas penser... Enfin, il y a une actualité de cette phrase avec un gouvernement qui fait la guerre contre l'opinion publique avec sa volonté de réforme. Bon, pas contre toute opinion publique, puisqu'il a des partisans. Oui, contre une certaine frange. Il fait la guerre contre toutes les forces vives de la nation. Et ça, on ne peut pas gagner dans ces conditions-là. On ne gouverne pas un État moderne avec la plèbe et les fanatiques. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il a contre lui... Moi, je dis volontiers souvent que dans toutes les tentatives réussies de régimes illibéral que nous connaissons, que ce soit aux États-Unis, au Brésil ou en Pologne ou en Hongrie, le pouvoir a réussi à diviser les élites. Il a eu pour lui une partie de la communauté des affaires, une partie des intellectuels. Et ici, ils n'ont personne. C'est-à-dire, c'est le seul cas que je connaisse où l'ensemble des élites du pays sont contre le gouvernement et aussi l'ensemble du monde occidental dont nous faisons tout de même partie. C'est-à-dire que là, quand on réfléchit à cette conjonction entre la révolte intérieure et l'opposition extérieure, notamment celle de l'administration américaine, on se dit que les chances de Netanyahu et de ses amis de forcer une réforme de ce type sont nulles. Il ne peut pas réussir. Et donc, ils sont en train de discuter. Pour l'instant, ils ont arrêté la marche folle à l'abîme et ils ont entamé une espèce de discussion avec l'opposition pour essayer de voir s'ils peuvent aboutir à un compromis. Mais il n'y aura pas de compromis parce qu'il ne peut pas y en avoir. Vous savez, c'est un peu comme les négociations de la table ronde en Pologne au moment de la sortie du communisme. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que le communisme a été balayé et on a eu un régime de démocratie libérale. Et donc, à partir de ce moment-là, enfin, il est difficile d'imaginer un scénario, c'est assez compliqué. Mais Netanyahu aura donc deux possibilités, ou bien il laisse tomber cette soi-disant réforme, mais à ce moment-là, il perd sa coalition, ou bien il a fait passer en force. À ce moment-là, cette loi sera censurée par la Cour suprême, et à ce moment-là, on sera devant une véritable crise constitutionnelle où nous serons en présence de deux légitimités. Une légitimité légale, une légitimité juridique. Or, les chefs de la police, des services et d'autres ont dit très clairement que s'ils avaient à choisir entre le gouvernement et la loi, ils opteraient pour la loi. Donc, vous voyez un peu la situation dans laquelle nous nous trouverons. C'est pour ça que je dis que je ne vois pas en quelle configuration Netanyahu peut gagner cette partie-là. Juste sur ce point des forces de l'ordre, je voudrais vous poser une question peut-être un peu personnelle, mais enfin, elle a des implications qui sont au-delà du personnel. Vous nous avez dit avant l'émission que vous participez régulièrement aux manifestations, aux manifestations du mouvement de protestation.
Dans ce mouvement de protestation, nous l'avons dit déjà à Studio Lacan dans les émissions précédentes, les armées, les unités d'élite, les pilotes de chasse, les soldats, les réservistes se prononcent, une grande partie se prononce en soutien à cette protestation, c'est-à-dire contre la réforme, contre ce putsch des institutions judiciaires. Or, en 1982, vous écrivez, vous avez participé à la première guerre du Liban, la guerre la paix du Galilée, comme elle s'appelait. Vous dites que c'était la première guerre que, je pense, n'était pas consensuelle en Israël parce que c'était pas une guerre de défense. Vous dites que vous-même, vous vous êtes opposé à cette guerre et en même temps, vous avez participé à cette guerre. Donc, vous avez été divisé. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous étiez toujours réserviste, est-ce que vous répondrez à l'appel ou pas? Dans le cas où ce putsch judiciaire, comme vous l'appelez très justement, est effectif, non, je ne répondrai pas. L'un des représentants du mouvement des réservistes, qui s'appelle Frères d'Armes, a parlé à l'une des grandes manifestations du samedi et il a dit: notre contrat moral est avec un Israël démocratique. En tant que militaire, citoyen en armes, nous n'avons pas juré de servir un roi. Nous avons juré de servir une démocratie, le peuple d'Israël. Et donc, nous n'irons pas. C'était ça sa position. Ce serait évidemment aussi la mienne si j'étais encore en âge de servir dans les réserves. Et je pense que sera le cas de beaucoup de monde. Et c'est le cas de beaucoup de monde, et notamment des fonctions dont l'armée ne peut pas se passer. Or, ils n'ont pas prévu cela. Vous savez, c'est incroyable à quel point ce pouvoir a été aveugle et il n'a rien vu venir. Il n'a rien vu venir et ils sont tout étonnés, ils ne savent pas comment faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Netanyahou a instauré cette pause, parce qu'il a vu que le pays lui échappait. Et le pays utile lui échappait, comme on dit, et je pense que il ne rattrapera pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune chance que le peuple d'Israël, enfin ce que j'ai appelé les forces vives de ce pays, acceptent cette mainmise des politiques, des politiciens sur le système judiciaire. Alors, une autre question. Anne Sinclair, dans une tribune dans Le Monde d'il y a plus ou moins 15 jours, disait sa honte par rapport à ce qui se passe en Israël, d'une part. D'autre part, elle fait part d'une certaine fierté de ce soulèvement de la population pour protéger la démocratie. Et donc, paradoxalement, à côté de ce mouvement qui va vers une dictature, vers un État néo-messianique, comme vous le dites, il y a aussi peut-être une bonne raison à d'autres démocraties de considérer que ce qui se passe maintenant en Israël est une leçon de culture démocratique, puisque la démocratie n'est pas que les votes dans les urnes, c'est aussi une culture. Et là, on voit une population qui a la culture démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense comme Anne qu'effectivement, il y a là vraiment de quoi être fier. C'est-à-dire, d'un côté, c'est vrai que c'est embarrassant d'avoir un gouvernement pareil. C'est vraiment... Bon, vous suivez ce qui se passe, mais tout le monde ne le sait pas à l'étranger. On a au pouvoir des ministres qui disent des choses pour lesquelles, en France, ils seraient derrière les barreaux. C'est vraiment épouvantable. C'est que ces gens-là sont capables de dire, de faire. Vous imaginez un ministre français qui dirait que ce qu'il faut, c'est détruire tout un village, hommes, femmes et enfants. Enfin bon. Et donc, c'est vrai que c'est très embarrassant. Et en même temps,
surprise heureuse, j'ai été étonné moi-même, et fierté devant la réaction populaire, qui est une réaction profondément démocratique. Et là, on voit bien s'affronter deux conceptions de la démocratie, c'est-à-dire ceux qui pensent que la démocratie, c'est le vote, c'est la majorité, que la majorité peut faire tout ce qui lui passe par la tête, n'est-ce pas? Et puis ceux qui comprennent que le vote n'est que le début de la démocratie et qu'il y a tout le reste. Il y a les libertés fondamentales, la défense des minorités, bref, tout ce que nous savons. Oui, d'ailleurs, et d'ailleurs, Yuval Noah Harari, vous savez, l'historien israélien, l'auteur de Sapiens, entre autres, il a dit cela très bien. Il a dit que 99% d'une population décide de mettre à mort le 1% restant, ce sera une majorité massive, mais ce ne sera pas légitime pour autant. Ce ne sera pas démocratique pour autant. C'est ça la différence, n'est-ce pas? Et nous essayons de sauver la démocratie d'une conception idiote et criminelle, la démocratie qui est une conception purement majoritaire. La volonté populaire seule ne veut rien dire. Oui, Elie Barnavi, pour revenir justement sur les valeurs de la démocratie et de la question justement de la crise, où vous remettiez en cause et en perspective, voilà, vous disiez que si on comparait Israël et la France en 2022 n'a pas vécu une crise comparable à celle d'Israël, et s'il fallait trouver une crise de la démocratie, on la trouverait au moment du putsch des généraux, donc pendant la guerre d'Algérie, quand le quarteron des généraux français avait décidé éventuellement de mettre en place un régime militaire. Mais pour autant, quand on voit un parti antidémocratique se présenter aux élections démocratiques avec des idéaux qui sont contraires à la démocratie, bien sûr que ça menace quand même les fondements de la démocratie. Et sans doute que si un certain nombre de Français ont considéré en 2022 qu'avoir le Rassemblement national au pouvoir pouvait remettre en cause les institutions démocratiques, c'est qu'il y a aussi des putschs légaux. On en a aussi vu à travers l'histoire. Même si, en effet, j'entends bien que ce type de comparaison, il s'agit en aucun cas de comparer deux situations et que la démocratie israélienne est vraiment sur le qui-vive. Vous avez évoqué quand même, justement en commençant à évoquer cette crise, le rôle de Netanyahou là-dedans. Et donc on a à la fois, si vous voulez, deux degrés d'analyse. La question de la crise liée à un homme avec ses casseroles judiciaires, etc. L'impact, puisqu'il y a certains analystes qui évoquent justement la place ou le poids de ces casseroles judiciaires de Netanyahou dans la crise, et d'autres qui évoquent de manière beaucoup plus profonde, avec ce que vous avez évoqué, le changement des rapports de force, ce messianisme qui a gangréné la société peu à peu. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux aspects, à la fois du rôle d'un homme dans la crise, c'est-à-dire Netanyahou, et par ailleurs les forces profondes qu'il draine derrière lui dans la crise? L'histoire, ça fait comme ça. Vous savez, l'histoire est le plus souvent la rencontre entre des courants profonds qui viennent de loin et un personnage qui est là ou non pour leur donner forme et expression. Pour prendre un exemple classique, n'est-ce pas? Vous avez une crise profonde de la civilisation allemande, multiforme, économique, culturelle, la terrible défaite dans la Grande Guerre. Et puis vous avez un homme qui s'appelle Hitler et qui était là pour transformer tout cela en force politique. Si vous voulez, vous enlevez Hitler de l'équation, les problèmes et la crise restent, mais l'hitlérisme n'est plus là. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est complètement différente. Vous enlevez Lénine de l'équation en 1917, le fameux wagon plombé, vous savez, mais vous n'avez pas de victoire de révolution bolchevique. Du moins, vous avez quelque chose de complètement différent. Et il a fallu lui pour sortir la Russie de la guerre, et donc pour donner une chance à cette révolution, puis pour écraser d'autres partis révolutionnaires qui étaient plus puissants que le sien. Bref, vous avez besoin de ça. Si vous enlevez Netanyahou de l'équation, alors évidemment, je ne sais pas ce qui se passerait.
Cela dit, il ne faut pas non plus lui accorder un rôle, vous avez raison, plus grand qu'il ne l'est. Je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une crise multiforme due à l'émergence des courants messianiques antidémocratiques qui eux-mêmes, et on aurait peut-être dû commencer par là, sont le résultat de plus d'un demi-siècle d'occupation des territoires palestiniens. C'est la racine du mal, si vous voulez. Tous ces monstres qui s'agitent maintenant sur le devant de la scène ont été produits par l'occupation. Enlevez l'occupation de l'occupation, vous n'avez ni Smotrich, ni Bekvir, ni personne, ni d'ailleurs Netanyahu, puisque Rabin est assassiné par un de ces gens-là, et que Netanyahu n'était pas étranger à la campagne de délégitimation qui a provoqué l'assassinat de Rabin. Donc, encore une fois, vous avez la rencontre d'un individu et de courants beaucoup plus profonds. Et ce que j'espère, parce qu'il ne suffira pas, c'est pour ça que je dis qu'il ne suffira pas de venir au statu quo ante, il faudra enfin s'occuper de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le problème de l'occupation, c'est le fait que nous n'avons pas de frontières. C'est pour ça que nous n'avons pas de constitution écrite. Il est difficile d'avoir une constitution quand vous avez des partis religieux et que vous n'avez pas de frontières. Donc tout cela, ce sont des problèmes de seul tenant où l'occupation joue un rôle prédominant, évidemment. Donc même si on se débarrasse de Netanyahu et si on parvient à arrêter la folie judiciaire, on ne sera pas parvenu à bon port. Pour autant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Elie Bar-Navi, une dernière question peut-être qui concerne l'avenir. Dans une des émissions que nous avons fait déjà sur la question, un de nos collègues, Jean-Daniel Maté, a mentionné que Freud n'avait pas considéré qu'un État pour les Juifs en Palestine est plutôt une utopie. Il avait l'idée, surtout que l'idée de rassembler les trois monothéismes dans la même ville ne tiendra pas la route. Ça a tenu jusque-là. La question qui se pose, qu'on voudrait vous poser, bien que vous en avez dit déjà vous avez dit quelques mots là-dessus, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir? Parce qu'il y a quand même toute une opinion assez pessimiste. Il y a des gens qui veulent quitter le pays, voilà, c'est la fin des haricots. Comment est-ce que vous voyez la suite? Êtes-vous pessimiste, optimiste, ou peut-être il y a un autre mot que vous voulez utiliser pour le dire? Freud a écrit ce qu'il a écrit avant la Shoah. Et l'État d'Israël est une combinaison entre une idéologie qui a préexisté à la Shoah, qui est née dans le chaudron des mouvements nationaux de la fin du XIXe siècle, et la Shoah. C'est-à-dire, je suis de ceux qui pensent que sans la Shoah, sans Auschwitz, il n'y aurait pas eu d'État juif. Parce que le sionisme intéressait une infime minorité du peuple juif. Il a fallu ça, bien que l'implantation sioniste était plus ancienne que la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu Auschwitz pour persuader l'ensemble du peuple juif qu'il n'y avait pas, et de la communauté internationale, qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et donc, c'est pas un caprice, vous savez, c'est pas on dit, OK, on va prendre tous ces juifs, ces monothéistes, on va les concentrer à un seul lieu. L'État d'Israël correspond à un besoin historique profond, à une nécessité. Une nécessité, c'est d'assurer un lieu sur terre où le peuple juif puisse se faire une santé et déterminer son destin. Alors, cet État est une formidable réussite. Et nous avons ressuscité une langue, nous avons bâti une culture, nous avons créé des infrastructures. Nous étions 600 000 au moment de la création de l'État. Nous sommes 9,5 millions aujourd'hui, dont plus de 8 millions de Juifs.
Nous sommes une puissance économique, militaire, technologique, intellectuelle. Nous avons créé une littérature. Bref, et nous avons créé des universités avant même de créer l'État. C'est le Technion, l'université hébraïque, ont été des créations qui ont qui ont existé bien avant la proclamation de l'État. Et donc tout ça, non seulement n'est pas négligeable, mais c'est pas quelque chose qui va disparaître. Ça, de ce point de vue-là, je ne suis pas pessimiste. La question qui se pose pour moi, c'est non pas de l'existence ou non de l'État d'Israël, c'est quel État d'Israël, quel visage il va avoir, à quelle famille il va appartenir. Et personnellement, un État messianique recroquevillé sur ces ultra-orthodoxes et sur ces sionistes religieux ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai rien à faire dans un État pareil. Un État juif et démocratique, autant que faire se peut, dans le langage des hommes. Vous savez, aucune démocratie n'est parfaite. Là, oui, là, je suis prêt à y vivre, à le défendre et à me dire qu'un État de cette nature il n'y a pas d'alternative à un État de cette nature, non pas pour tel ou tel individu juif qui peut être israélien, peut toujours décider d'aller ailleurs, mais pour le peuple israélien dans son ensemble. Bien, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Vraiment un grand merci, Eli Bar-Navi, de nous avoir consacré ce temps pour répondre à cette question. C'est la troisième émission que nous traitons de cette question et je trouve que la ponctuation là est très importante. Nous vous disons au revoir, à bientôt, nous l'espérons, et nous disons à nos spectateurs à bientôt également, la semaine prochaine, le samedi à 18h30 précise. Merci. Thank you.